La clé de voûte de la Révolution française est sans aucun doute la volonté de fonder un monde nouveau. Notre invité est historien, il a été chargé de cours à la Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages. Passionné par ces bouleversements, il nous offre dans son ouvrage Histoire de la Révolution française et la violence un panorama saisissant de la période ainsi qu'une grille de lecture riche et détaillée qui confère à l'exercice un parallèle très contemporain. Aussi, ai-je le grand plaisir de recevoir Hervé Luxardo. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravi de vous recevoir aux ondes clandestines aujourd'hui. C'est un passionnant ouvrage que j'ai lu sur la Révolution et qui est paru aux éditions Clés pour l'histoire de France. Mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, nous décrire votre parcours, de votre background scolaire, en fait, jusqu'à nos jours. En fait, vaste sujet, mais Bon, bah, écoutez, oui, voilà. En fait, c'est vrai que j'ai une prédisposition à faire de l'histoire parce qu'à la maison, on parlait beaucoup histoire. Il y avait beaucoup de polémiques, de disputes entre mon père et puis une partie de la famille. Ils n'étaient absolument pas d'accord politiquement. Donc moi, ça m'a forgé. votre papa faisait quelle profession? Comment? Votre papa, quelle profession il avait? Il était représentant en vin, en fait. Représentant en Mais vin. Et votre mère, en fait, elle voilà, était? eh ben, elle travaillait à la Banque de France. D'accord. OK. Donc, en fait, il y avait beaucoup de disputes à la maison parce que Oui, enfin, politiquement, de dispute au bon sens du terme, au si bon vous voulez, sens. de Ouais. discussion au sujet des politiques, du général de Gaulle, etc. De ce que voilà, grosso modo, c'était ça. Donc, Et vous c'est avez vrai que baigné, en fait, dans une ah oui, dans atmosphère une atmosphère culturelle exact, euh, exact, en, exact. controversée, en fait, avec finalement, des débats d'idées. Comme beaucoup de monde, et j'ai intégré, si vous voulez, les classes préparatoires, et là, évidemment, j'ai été prédisposé aussi à discuter, puisque c'était les années 75, et donc on n'était pas forcément d'accord avec certains professeurs, donc on préparait des contre-cours, et si vous voulez, donc tout ça, c'est l'après 68 en définitive. Et donc, vous savez que a été remis en cause une partie de la manière dont on faisait de l'histoire, de la grande histoire. Et donc, bon, on était forgé aussi par. Et ça, c'est votre grand dada, finalement. On va le voir vers la suite, en fait. Mais Oui, bah, le fait de remettre en cause, pas en cause, mais en non, mais pas en situation, cause. Voilà, en situation, en non. Voilà. situation les faits historiques, ça a été, c'est un cheval de bataille de. C'est vrai, non, mais c'est vrai. En même temps, si vous voulez, par la suite, avec des amis, dont un ami qui est historien aussi de la Seconde Guerre mondiale en France en particulier, s'appelle Gilles Ragache. Enfin, il a créé une revue d'histoire à laquelle je me suis intégré, qui s'appelait Le Peuple français, qui était, bon, vous savez, quand on écrit l'histoire avec le présent, bien évidemment, et il y a beaucoup de choses qui sont contestables. C'est-à-dire que j'ai écrit des choses dans cette revue, que je réécrirai plus exactement pareil, mais si vous voulez, on était dans un bain culturel. Mais en même temps, on se posait les questions. On s'est toujours remis en cause et on n'a jamais voulu faire, par exemple, ce que faisaient les étudiants de l'époque, c'est-à-dire voir l'histoire à travers les organisations, que ce soit syndicales ou politiques. Et donc, on s'est toujours méfié, on a toujours été aux archives, et bien nous en a pris parce que c'est vrai que une partie de ce qu'on a écrit est critiquable, mais c'est le jeu et Vous, c'est ça le principe d'historien. votre passion pour l'histoire, elle vous vient d'où? Elle vous vient des discussions, des débats Bah, d'idées, en fait. elle vient des discussions, et oui, elle vient des discussions, bien évidemment. Et si on était dans une époque où les clivages idéologiques étaient bien affirmés, il y avait la droite, il y avait la gauche, il y avait le marxisme, etc. Et c'est vrai que moi, me retrouve, en fait, je me retrouvais nulle part véritablement, Hmm. ni totalement dans la droite, ni dans la gauche marxiste, encore moins dans la gauche communiste. Et vous voulez donc je critiquais à la fois les uns et les autres, et j'avais une position qui n'était pas très confortable, ce qui fait qu'on a créé une revue, et à partir de la revue Elle s'appelait comment, la revue? alors la revue s'appelait Le Peuple français, donc c'était de faire l'histoire vue d'en bas. Au départ, c'était faire des contre-cours, parce qu'on était des jeunes enseignants, faire des contre-cours, et on s'est dit, mais dans le fond, pourquoi faire des contre-cours
pourquoi ne pas carrément écrire de l'histoire? Ce qui fait que ça nous a amené à faire un premier et plusieurs numéros et qui ont eu beaucoup de succès, qui se sont bien vendus, à tel point, si vous voulez, que dans les années 1980, on avait quand même, on tirait, c'était un trimestriel, on tirait à 15 000 exemplaires, on avait 9 000 abonnés. Vous avez plusieurs métiers, en fait, finalement. Bah, alors, Historien, voilà. Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est rédacteur. que j'étais à la fois enseignant, on était enseignant, et puis on faisait aussi, on écrivait des articles régulièrement. Et par la suite, on a créé une petite maison d'édition, et puis ensuite, on a été appelé par des grandes maisons d'édition pour rédiger des livres d'histoire, des documentaires pour enfants, voilà, voilà, des choses comme ça. Je dis ça parce que je lisais à l'instant un article en fait sur Internet en fait traitant du terme slasher en fait qui est une sorte de méthode actuelle contemporaine de travail en fait à multiples euh, et du coup en fait vous rentriez dans cette catégorie de slasher en fait parce que vous étiez à Ah la oui, je fois connaissais pas le terme, ça veut histo- dire quoi, tout slash? historien ça veut dire ça c'est en fait détruire mais en fait dans l'acception en fait internet, ça voulait dire avoir plusieurs métiers, Ah d'accord. plusieurs Ah postes. oui, on a toujours fait ça. Mais moi, vous savez, mais le fait de faire de la recherche, d'aller aux archives nationales ou départementales, etc., ça me servait aussi à faire les cours parce que j'apportais des choses nouvelles par rapport aux livres d'histoire. Et donc, c'était plus concret pour les élèves. Donc, c'est vrai que je m'ouvrais sans arrêt et donc je me contentais pas uniquement de recopier, enfin, je le faisais bien évidemment, de m'inspirer de ce qui avait été écrit sur différentes périodes de l'histoire, mais en même temps, je me rendais compte, en même temps que je préparais les cours et quand je regardais ce que j'avais fait, des recherches sur telle et telle époque, que la vision qu'on nous donnait dans le monde scolaire n'était pas exactement la totale vérité. On peut l'imaginer. Et donc, moi, je me servais des documents et je les proposais aux élèves pour les ouvrir à autre chose, si vous voulez, qu'un simple discours convenu sur l'histoire de France. Et c'est vrai que j'insiste sur l'histoire de France parce que c'est important, d'autant plus on en a fait de moins en moins dans l'éducation nationale. Voilà. Hmm. C'est une petite critique actuelle en fait Bah oui, parce que si sur- vous voulez, on se pose beaucoup le problème de l'identité française, de qu'est-ce que oui. c'est que la nation. C'est vrai que à partir du moment où vous n'avez plus un discours dominant, même s'il est critiquable, ça devient très compliqué pour s'entendre. On vous a Donc taxé on a, d'un peu réactionnaire en fait sur les bah ouvrages que non, vous pas avez du, et en pas, fait pas du tout parce que vous allez nous dire pourquoi. bah écoutez, non, non, mais moi je le réfute. Non, mais alors en plus, oui, alors c'est vrai il y a par exemple pour la Révolution française, des histoires réactionnaires, des histoires gauchistes, anarchistes, en fait, Ouais. marxistes-léninistes, tout ce que vous voulez, de droite, du centre. Mais ça, c'est nouveau de se faire taxer de réactionnaire ou d'extrême droite. Moi, c'est vrai que la première revue que l'on a créée, parce qu'on en a créé d'autres après la dernière étant clé pour l'histoire, la première revue s'appelait Le Peuple français, et c'est vrai que la gauche et les gauchistes d'alors nous disaient que ça faisait pétiniste. Bah, on répondait, bah, écoutez, alors à ce moment-là, ça peut-être que le peuple français, ça fait pétinisme, alors pourquoi est-ce que vous luttez pour le peuple vietnamien? Voilà. Donc, Ouais. bien sûr, il n'y avait pas de Hmm. réponse. Vous Finalement, comprenez le problème? oui, oui, je comprends en fait très bien. Finalement, l'historien, de par ses recherches, de par son souci du détail, est-ce qu'il est finalement pas un enquêteur au service du passé? Ah bah si, forcément, mais c'est ça qui est passionnant dans l'histoire et dans le métier de journaliste et dans le métier de policier. C'est-à-dire, Aussi, aussi. ouais, bah non, mais tout ça, ça fonctionne de la même manière en fait. On fait des enquêtes et pour rapprocher le plus, je dis bien le plus, là où les réalités, il n'y a rien de mieux que d'aller se frotter aux archives, de recevoir de faire des interviews de personnes qui ont vécu, parce que comme ça, on peut confronter, on peut arriver à plus de vérité que si on se contente, si vous voulez, de recopier des livres ou d'avoir des Ouais. idées préconçues, quoi. Voilà. Avec cette digression en fait qu'on a fait, finalement, si Oui. on revient à l'historien que vous êtes et que vous étiez à l'époque en fait quand vous faisiez cette revue, ensuite en fait vous directement vous enseignez en histoire ou quelle est Ah votre oui, démarche? j'ai enseigné.
Oui, j'ai enseigné, oui, dans les collèges et lycées, voilà, l'histoire et la géographie, et l'éducation civique, on enseigne les trois. J'ai envie de vous poser une question contemporaine, en fait, à Oui, l'instant. Le métier de professeur, et qui plus est professeur d'histoire, géographie, vous voyez que on a vu avec l'histoire, en fait, il y a souvent, parfois, des idées préconçues, en fait, et on est taxé, en fait, souvent de réactionnaires ou autres noms de la sorte, alors que ce n'est pas vrai. Et puis, il y a des affaires liées, par exemple, au terrorisme, en fait. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, en tant que professeur, en fait, quelque part, de, 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 ah bah, de de manifester quoi? ces faits, de manifester Bah ces faits. écoutez, n'importe comment, non, mais c'est vrai c'est un champ de bataille. L'histoire a toujours été un champ de bataille idéologique. On l'a vu dans la lutte entre républicains et monarchistes au XIXe siècle, début du Ouais. XXe siècle. Donc ça, c'est pas tellement étonnant. Et ça continue toujours. Et il y a toujours des conflits. D'ailleurs, depuis quoi, une vingtaine ou 25 ou 30 ans, le ministère une partie du ministère de l'Éducation nationale, en tout cas ceux qui dirigent, s'ingénient pour effacer la mémoire de l'histoire du peuple français ou des élites françaises ou de l'histoire de France. Il y a même comment ça s'appelle, des professeurs, si vous voulez, qui sont à très très haut niveau, qui considèrent qu'il ne faut surtout plus enseigner la chronologie, l'histoire de France, faut tout effacer. Non, mais vous voyez, on en arrive, et puis on en arrive aussi à ce que certains pensent que ça, c'est ce qu'on appelle les néo-puritains, les éveillés, les woke, etc. On en arrive à l'idée qu'il ne faut plus d'histoire du tout. Mais bien évidemment, ça ne se passera jamais comme ça parce qu'il y aura toujours une mythologie qui remplacera une ancienne mythologie. Et donc, le plus inquiétant, c'est que l'histoire de France s'efface parce qu'on ne l'enseigne plus. Et donc, Exactement. mais certains professeurs le font malgré tout. Il y a quand même des résistances et c'est fondamental. Moi, je sais que j'ai toujours été étonné, notamment dans les collèges, du fait que les élèves ne savaient pas ce que c'est que, par exemple, le vase de Soissons ou des. Bon, et en fait, si vous voulez, ils ne le savaient pas. Donc, on en parle du vase de Soissons, de Clovis. Ils ouvrent des grands yeux et évidemment, pourquoi ils ne le savent pas? Parce qu'on ne leur a pas enseigné. Mais on peut très bien, si vous voulez, réintroduire ce qu'on appelle le roman ou le récit national, comme on veut, si vous voulez, même le roman national, moi, ça ne me gêne Mmh. pas, Mmh. parce que ça permet de fixer la mémoire. Et Mmh. à partir de là, on peut construire quelque chose. D'ailleurs, Mmh. je pense que le roman national, c'est pas si extraordinaire que ça, parce que ça a permis quand même, ça a permis aux Français d'avoir sans doute la meilleure, la meilleure L'histoire. enfin, école historique du monde. Voilà. C'est vrai que ouais. Exactement. Maintenant, parlez-nous de l'ouvrage, en fait, La Révolution française et la violence, une logique infernale, 1789 à nos jours. Voilà, c'est une volonté, en fait, finalement, de faire un parallèle, vous allez nous expliquer, Bah, mais est-ce que vous pouvez nous présenter quelque peu l'ouvrage, en fait, écoutez, j'allais dire le manuel, j'allais dire le manuel, mais bah, du coup, c'est c'est... pas. Non, mais alors, d'abord, c'est vrai que ce n'est pas un manuel, c'est pas non plus une histoire de la Révolution française, parce que si ça avait été une histoire de la Révolution française, il a fallu au moins 3000 pages. D'ailleurs, Ouais, vous remarquerez, si vous regardez les histoires de la Révolution française d'aujourd'hui et d'hier, c'est quelquefois en deux, en trois, en quatre tomes, en cinq tomes, parce que c'est immense. Si vous voulez, on n'a jamais terminé. c'est Et vrai. le, non, et le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, en particulier, on a quand même plus trop le temps de lire. On peut le lire, on peut le faire, bien évidemment, mais on a plus, parce qu'on est sollicité par les écrans en particulier, mais pas on n'a plus le temps, si vous voulez, de s'avaler trois tomes sur la Révolution française. Donc, moi, comment l'idée est venue? Mais tout simplement parce que on travaille à partir d'articles, c'est des articles de recherche, et à partir de là, si vous voulez, l'idée est venue de faire quelque chose sur la violence, parce que je la rencontrais, alors, dans les archives, je la rencontrais aussi, évidemment, dans la société française, et c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans le livre, mais
il y a des parallèles qui sautent aux yeux, qui sont évidents. C'est-à-dire qu'à certains moments, j'avais l'impression, quand je l'écrivais en 2021-2022, j'écrivais sur le passé, un passé qui est relativement lointain, mais j'avais l'impression d'écrire sur aujourd'hui aussi. Par exemple, quand Donc on promène. il y a une contemporanéité évidente Ah bah oui, non, mais bien sûr, parce que quand on les lit la historiens, Révolution française. Ouais. voilà, surtout sur la Révolution française, parce que c'est quand même, c'est quand même un point cardinal de la constitution de la nation française. Il n'y a pas que cela, bien évidemment, il y a la monarchie, mais la Révolution française, c'est un point fondamental de compréhension de la construction de la nation française, d'autant plus que c'est de là que vient la gauche, véritablement, l'idée républicaine. Et alors, non, mais ce qui est extraordinaire, et on l'a vu en 1989 avec le bicentenaire de la Révolution française, c'est que la gauche qui est née de la Révolution française, qui a construit la nation, qui a aussi construit une grande partie de la nation française, elle l'a abandonnée. Et tout ça sur des idées qu'on appelle multiculturelles. Et donc, où il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus que des histoires, il n'y a plus que des minorités. Alors, et c'est même la gauche, elle est même contre-révolutionnaire et hyper réactionnaire. Parce que l'idée de la Révolution française, Mhm. euh, c'est l'unité justement d'un pays, l'unité d'un peuple, l'unité de la nation. Et ça vient au début de la Révolution française avec la fête du 14 juillet 1790, lorsque toutes les provinces viennent se réunir au Champ de Mars pour dire qu'ils ne font plus qu'un peuple. Et donc, ils rejettent, si vous voulez, enfin, ils rejettent les provinces, hein, et c'est la raison pour laquelle on a fabriqué des départements. Il faut bien penser, si vous voulez, que les départements, et le département, c'est une arme de guerre contre la province d'Ancien Régime. Et Mhm. donc, ce qu'a fait la gauche en 1989, elle a réintroduit justement les idées. Alors moi je les appelle réactionnaires ou ultra-réactionnaires parce que ça m'amuse de voir le retournement de l'histoire, mais parce que on revient avant 89 avec cette manière de prendre l'histoire. Oui, il y a un côté, il y a des flashbacks et puis il y a des flash-forward, en fait, des choses qu'on évoque dans le passé Bah voilà. et qui Alors là, ressurgissent dans le présent, notamment la violence. La violence de bah la oui. Révolution française, elle est assez contemporaine. Est-ce qu'elle a Bah changé écoutez, ou est-ce qu'il y a une persistance? Alors, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle n'a pas changé. C'est-à-dire que moi, en même temps que je finissais de rédiger le livre, je la voyais revenir comme en 89. C'est-à-dire pas, alors, à la fois contrôlée et pas contrôlée. Par exemple, quand on promène la tête du président de la République sur une pique, ça rappelle comment on a aussi décapité deux gardes royales à Versailles et qu'on les a ramenés, qu'on les a fichés. Ça rappelle aussi ce qui s'est passé en juillet 1789, Oui, une volonté juste au moment de, voilà, d'afficher avant la prise de la Bastille et juste après, parce qu'on appelle la prise, qui n'est pas la prise, qui est la reddition de la Bastille en définitive. Et donc, on a vu un ancien intendant, un ancien ministre des Finances qui a eu la tête coupée, qu'on a éviscéré, etc. Je veux dire, vous voyez, des choses violentes et je l'ai retrouvé pendant il y en a eu comme ça pendant alors, manifestations des Gilets jaunes. Ben, on peut pas Et s'empêcher, c'est-à-dire que justement, vous me devancez en fait sur cette question-là. On peut pas s'empêcher de penser, en fait, avec des gilets jaunes, on peut pas s'empêcher de penser, par exemple, aux amalgames religieux, aux persécutions religieuses djihadistes, par exemple, et actuellement, mais ça pourrait être ouais, alors d'autres choses. là c'est compliqué parce que c'est une autre civilisation. C'est vrai. Mais alors, non, mais Mais il y a aussi la révolte paysanne. ah bah oui, bien sûr. Bah, faut bien comprendre que en 1789, il y a 28 millions d'habitants en France et il y a une vingtaine de millions de personnes qui vivent de l'agriculture, qui sont paysans. Donc, vous voyez, en fait, j'en parle dans le livre, mais c'est vrai que quand vous regardez bien, la Révolution française, elle s'est faite dans les villes et surtout à Paris, bien évidemment, puisque Oui, Paris, puis parce que c'est très centralisé. elle s'est faite également dans une sorte de tumulte, en fait, que dans Il était une fois la révolution de Sergio Leone, il est dit, là où il y a révolution, il y a confusion. Vous pensez Bah oui, à... parce que si vous voulez, c'est les prises de pouvoir, alors soit d'un État central, mais le problème c'est que c'est toujours plus compliqué parce alors surtout avec la Révolution française, il y a tout un tas de groupes qui veulent le pouvoir. Donc il y a C'est ça.
notamment ceux qu'on appelle les sans-culottes, et qui sont pas très Ouais. démocratiques, contrairement à l'idée qu'on se fait. Mhm. Ils étaient, je veux dire, j'ai retrouvé des textes sans-culottes pensaient vouloir réserver le droit de vote aux seuls sans-culottes. C'est-à-dire que oui, c'est une conception très particulière de la démocratie. Et d'autre part, vous avez aussi entre 1792 et 1794 à Paris une lutte entre la Commune de Paris qui est hyper, qu'on dirait d'ultra-gauche aujourd'hui, si vous voulez, qui est très, très à gauche, et donc qui lutte contre les assemblées révolutionnaires, la législative, la convention, et donc ça se terminera mal pour elle, puis ça se terminera mal pour les autres aussi. Mais si vous voulez, tout est déstabilisé. Et Pour c'est vrai qu'il y a creuser, oui, bon, vous parlez de confusion, mais alors, je veux dire, oui. on s'imagine pas, si vous voulez, quand on dit la violence, c'est-à-dire que les gens s'imaginent la révolution comme un exercice de style, d'histoire, etc. Mais si on les replongeait dans l'époque, je ne sais pas s'ils ils Oui. accepteraient bien cette Et révolution. ben Par exemple, oui, justement, par rapport à ce contexte en fait de Révolution française, est-ce que vous, avec votre connaissance historique, vous pouvez nous résumer en fait finalement le contexte dans lequel la Révolution française est bah, intervenue très rapidement et le bah, terreau propice en fait que ça a généré pour générer autant de violence? Bah écoutez, alors c'est compliqué parce que vous avez à la fois des violences d'ancien régime, des violences traditionnelles. Il y a au 16e, 17e, 18e beaucoup moins, mais le début, vous avez des révoltes paysannes qui n'ont, je vous le dis tout de suite, qui n'ont absolument rien à voir avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, Mmh. j'ai l'impression que c'est même une régression par rapport aux révoltes paysannes qui étaient très organisées. Et les Gilets Mmh. jaunes ne sont pas organisés et revendiquent de ne pas être organisés, ce qui est assez extraordinaire. Et donc, si vous voulez, bon, ça, c'est le fait, si vous voulez, que la population française au XVIIIe siècle ne connaît plus la famine, peut connaître la disette, mais ne connaît. Donc, il y a une amélioration des conditions de vie matérielles, et c'est en 1786, 87, 88, vous avez des mauvaises récoltes, vous voyez, un retour en arrière, et les révolutions, elles se produisent quand vous avez eu une amélioration de la vie quotidienne pour les populations les plus défavorisées, et qu'elles ont l'impression, ce qui est vrai, de revenir en arrière, d'avoir plus de difficultés. À cela s'ajoute, si vous voulez, une crise financière, c'est-à-dire que l'État monarchique dépense plus qu'il n'a de recettes, et la manière dont il veut résoudre le problème, alors il y a plusieurs manières quand vous avez une crise financière, puisqu'on le vit exactement la même chose aujourd'hui, Oui, augmenter les impôts, c'est ce que oui, proposaient certains, oui, mais ce que voulait faire l'administration royale et Louis XVI en particulier, je le dis parce que sinon on a une mauvaise idée de ce que c'était que l'administration, elle était pour l'égalité fiscale. Or, donc les cours de justice, si vous voulez, les parlementaires qui étaient de cette nouvelle noblesse ont refusé l'égalité fiscale. Et en refusant l'égalité fiscale, ils ont fait convoquer les États généraux, qui sont les seuls habilités en France à pouvoir voter de nouveaux impôts. Et de là, si vous voulez, en fait, la noblesse parlementaire, par égoïsme, a déclenché la Révolution française. Donc ce n'est pas le peuple qui a déclenché la Révolution, c'est les privilégiés. Enfin, en tout oui. cas, certains privilégiés. D'ailleurs, les Et donc, privilégiés, c'est qui? Alors, c'est la noblesse, essentiellement, en bah, fait. d'abord, il n'y a pas la noblesse, il y a des Une- noblesses. C'est ça, Il y a alors, justement, on va y venir, en fait, parce que c'est une des idées préconçues qu'on apprend dans votre, enfin, qu'on apprend, je sais pas, qui figure, en tout cas, dans votre oui, oui, j'ai tout lu. livre, et que Euh, la noblesse, en fait, est plurielle. alors, la Euh, noblesse, elle est plurielle. Alors, vous avez une vieille noblesse. Enfin, la noblesse, si vous voulez, sur 28 millions d'habitants, c'est pas énorme, hein, c'est 400 000 personnes. ouais, 400 000 personnes, 4 000 à la cour du roi à Versailles. Alors vous avez la vieille noblesse épée et puis la nouvelle noblesse, notamment la noblesse parlementaire, celle qui tient à la Cour des comptes, le Châtelet de Paris, voilà des choses comme ça. Et puis aussi, vous avez, c'est plus étonnant, une noblesse qui est dite de cloche. On se moque oui, d'elle parce oui, que c'est en acquérant des charges municipales dans certaines villes, comme à Angers, à Ville, à Poitiers et à Toulouse. Bah, vous connaissez Toulouse puisque vous connaissez les Capitouls. mhm, Donc, c'était les chefs de la municipalité qui, en devenant municipaux, avaient les privilèges, notamment de ne pas payer la taille.
C'était ça. Le principal privilège de la noblesse qui donnait son sang, si vous voulez, c'est que donc qui servait le roi, c'était de ne pas payer la taille que payaient les roturiers. Et quand on dit les roturiers, c'est-à-dire les paysans, les artisans, mais aussi la très grande bourgeoisie. Il y avait une Et noblesse avec des idéaux nobles, non? alors, il y a une partie de la noblesse, à peu près, oui, c'est à peu près 25% ou un peu plus, 25% de la noblesse qui avait des idéaux révolutionnaires, Ouais. qui étaient engagés, si vous voulez, qui ne se contentaient plus des droits seigneuriaux, mais qui avaient investi, parce que ce sol lui appartenait, notamment dans les mines, dans les hauts fourneaux, dans la fabrication de la fonte, de l'acier, etc. Vous voyez, donc il y a une partie de cette noblesse qui est bon, c'est connu des historiens, qui est à l'origine de l'industrialisation de la France. On a déjà une première industrie au XVIIe siècle, mais encore plus au XVIIIe siècle, et vous avez une partie de la noblesse qui est alliée d'ailleurs à la grande bourgeoisie pour exploiter le sous-sol, les mines, le verre. Par exemple, vous avez beaucoup dans la région de la Dordogne en particulier des maîtres, mais ça date même du XVIe siècle. Vous avez des maîtres verriers et c'est la noblesse qui a investi dans l'industrie du verre. Mhm. Donc, si vous voulez, et donc elle trouve que l'ancien régime tel qu'il fonctionne, c'est dépassé, quoi. C'est ringard, donc il faut faire autre chose. Et d'ailleurs, entre parenthèses, lors de la nuit du 4 août, c'est la nuit de l'abolition des privilèges, 4 août 1789, c'est les deux. Ceux qui proposent la fin des privilèges, c'est la très grande noblesse. Parce D'accord. qu'elle n'en a plus rien à faire. Non, mais c'est ça qui est étonnant. Et Les à partir de là, autres, les autres les castes, autres, au départ, ils ont applaudi, et puis quand ils ont vu, et alors notamment les bourgeois, quand ils ont vu, eux-mêmes comment ça s'appelle, des privilèges, hein, comme je vous oui. l'ai dit, pour les municipaux, ils n'étaient plus trop d'accord. Alors on leur a dit, bah écoutez, non, si on abolit les privilèges, on les abolit pour tout le monde. Et donc c'était une surenchère. Bon, évidemment, les évêques n'étaient pas d'accord, et puis ils ont dit, bah d'accord, bah, alors on abolit tout, et si vous voulez, c'était une course à l'échalote de ce point de vue-là, voilà. Est-ce que quel rôle la terreur maintenant? On en parle beaucoup parce que c'est une des notions en fait de la Révolution française qui revient fréquemment. Euh, Oui. quel rôle la terreur a Ah, joué dans la consolidation du pouvoir révolutionnaire? bah écoutez, non, mais fait, ça s'est fait différemment. C'est-à-dire que vous avez eu des personnalités comme Jean-Paul Marat ou d'autres qui ont voulu toujours plus d'égalité, plus de révolution. Et à partir de là, si vous voulez, ils ont revendiqué hautement un certain nombre de droits sociaux. Et à partir de là, ils ont imaginé qu'on pouvait, Ouais. si les autres ne voulaient pas, on pouvait l'imposer par la violence ou les violences. À partir de là, si vous voulez, à partir de là, on a une violence qui est différente, qui est institutionnalisée et qui qui peut justifier tous les crimes. Pourquoi? J'avais Parce une... que ils considèrent qu'ils représentent le bien de l'humanité et donc il y a pas mieux qu'eux. C'est-à-dire que c'est ça qui est absolument Terrible. étonnant. Ils considèrent que les révolutionnaires sont des dieux. Ils ne peuvent pas un révolutionnaire ne peut pas avoir tort, écrit en 1793 un grenadier de la garde nationale. Vous avez même un Girondin, pourtant, vous voyez, qui a été éliminé par les montagnards, qui s'appelle Barbaroux, qui dit si la liberté meurt en France, elle n'a jamais perdu pour le reste du monde. Une espèce de messianisme révolutionnaire français. J'insiste sur français. Ça m'amuse parce qu'il y a beaucoup de l'ultra-gauche ou l'extrême-gauche, si vous voulez, qui sont en pamoison devant la Révolution française, mais il y a le terme révolutionnaire, mais il y a le terme français qui rejette aujourd'hui, mais qui à l'époque a été revendiqué. J'avais une autre question, mais avant ça, je vais vous lire un passage de la Révolution française et de la violence. En fait, page 166, ce fut donc au nom des idées généreuses de liberté, de bonheur du peuple, de droit de l'homme, de la raison que bien des révolutionnaires massacrèrent le peuple. Une logique intellectuelle infernale qui aboutit à ce que les responsables politiques révolutionnaires imaginèrent d'anéantir, d'exterminer les populations résistantes et de faire de territoires comme la Vendée un grand cimetière national. Oui, c'est La le terme. Ah oui, question, la oui. question elle vient de soi. Peut-on justifier les actes de violence au nom des idéaux? Bah oui, oui, bien sûr, on peut. Alors, non, bah, normalement, non, on n'a pas.
Mais Non, eux mais le elle est justifient. dure, la question. Non, mais eux le justifient puisqu'ils représentent le futur de l'humanité, le progrès. Donc, ils ne peuvent pas se tromper. Et d'ailleurs, moi, j'ai intitulé un chapitre la, enfin, l'inavouable Vendée, l'inexcusable Vendée, pardon, en fait, c'est Barrère, du membre du comité de salut public et poste de Robespierre, qui lui qui disait l'inexplicable Vendée. Mais évidemment, lui, dans son logiciel, si vous voulez, il lutte pour le peuple, et il ne comprend pas que le peuple se révolte contre lui, puisqu'il veut lui faire son bonheur. Et donc, enfin bon, il y a beaucoup de choses qu'il a oubliées, qui fait que ça se passe de cette manière-là, notamment en Vendée, mais pas que, hein. Moi, je révèle qu'il n'y a pas que en Vendée qu'il y a eu des massacres, même si c'est important. La Vendée peut s'apparenter, à mon avis, hein, d'ailleurs, avec ce qui se passe aujourd'hui ailleurs, peut s'apparenter à un génocide. C'est l'intention vraiment de liquider physiquement une population. D'ailleurs, ils le disent, il y a un député donc, qui était envoyé en mission qui s'appelle Le Quignot et qui dit il faudrait peut-être, alors il se trompe sur le chiffre, mais il faudrait peut-être éradiquer 400 000 habitants de Vendée. Il dit habitants, il dit pas contre-révolutionnaires, privilégiés, aristocrates. Non, il dit habitants. Et dans les mémoires, enfin dans les mémoires, dans les archives, si vous voulez, de généraux républicains qui ont fait la Vendée, ils disent bon, c'est pas si grave si on exécute aussi les municipalités patriotes vendéennes, parce qu'on Hmm. n'en a rien à faire. Alors, c'est une race qu'il faut. Enfin, ils emploient le terme de race qui n'a pas le même sens qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que en même temps, oui, ça veut dire tous ceux qui vivent en Vendée, les vieillards, les enfants, etc. Il faut vraiment les éliminer. Donc, vous voyez, on a là un processus génocidaire en définitive. Dans la violence classique de la Révolution française, vous citez en fait page 167, en fait l'ogre de Oui, Robespierre, Joseph Lebon. ah, oui, On y arrive, Joseph Lebon, parce que Joseph Lebon, lui, j'ai lu en fait, bon, il est né en 1765 à Arras, voilà. voilà, Comme Robespierre, oui. Comme Robespierre, en fait, une coïncidence en fait funeste. Voilà. Et puis lui, il aurait, non, c'est pas, il aurait, il est responsable en fait de la mort, je crois, de mémoire, hein, de 600 personnes, il me semble. Ah oui, il a fait alors à Arras et ailleurs, à Cambrai. Enfin bon, il est alors il y a aussi comme 600 exécutions à la 600 guillotine. exécutions. Mm. Donc, alors, y compris le propriétaire, je vous le dis, parce que c'est vraiment une anecdote qui est assez terrible, d'un petit noble qui vivait à Arras et qui a eu le malheur, avant la Révolution, d'acheter un perroquet. Et ce perroquet, on lui avait appris à crier Mm. Vive le roi, vive l'empereur, vive les prêtres, etc. Et il Ouais. y a un patriote qui passait sous sa fenêtre et qui a entendu ça. Et donc, le perroquet est passé au procès. On a essayé de lui faire dire Vive le roi, vive l'empereur. Il n'a jamais voulu, mais il n'empêche que ce noble et puis une ménagère et puis une autre femme qui le servait ont été emprisonnés, exécutés. Voilà. Il y en a une qui a été emprisonnée, il y en a une qui a été lui-même a été guillotiné pour pas grand-chose. Bon, c'était quelqu'un d'assez terrible parce qu'il voulait vraiment réformer, quand il révolutionner, comme on le disait, devenir un bon républicain, la France, c'est-à-dire en fait effacer d'une certaine manière la France, puisque il critiquait le fait qu'on puisse s'habiller bien le dimanche, qu'on puisse aller à la messe, etc. Il y a toute une partie du personnel révolutionnaire qui est très anticlérical Oui, puis à je voulais partir. faire un focus sur ce Oui. personnage parce qu'il est assez, il n'est pas méconnu en fait, mais les gens du grand public en fait ne le connaissent pas forcément. Non, ben, non, Mm. mais justement, il a été mis en place par Robespierre. Alors, il faut dire aussi à sa décharge, petite décharge, que il y a la guerre à la frontière, parce que la guerre est dure de 1792 en France jusqu'en 1815 quand même, hein. Ouais. Mais il n'empêche que les mesures qu'il a prises ne sont pas justifiées par la guerre.
le fait, si vous voulez, de faire guillotiner quelqu'un qui lui a déplu, faire arrêter la guillotine, faire un grand discours et puis refaire tomber le couperet, vous voyez, c'est une cruauté immense. Voilà. Il a fait arrêter aussi des gens qui lui avaient cherché des ennuis en 1791, qui ne voulaient pas lui remettre des pièces comptables, ce qui était juste. Mais qu'il a fait renvoyer, il a fait rejuger des gens qui avaient échappé à la guillotine, il a Mais fait il était envoyer à horrible. Paris. Ben non, mais c'est vraiment un horrible personnage. Son nom n'est pas Ben non, mais parce d'une que commune. voilà. Alors, je vous le dis quand même, il y a une société robespierriste en France, hein, notamment qui est liée à l'université, à l'Institut de la Révolution française. Ouais. Et vous avez il y a une partie du personnel politique aujourd'hui qui est plutôt classé à l'extrême gauche, qui est en admiration devant Robespierre et puis les gens comme Joseph Lebon, qui ne Hmm. le remettent pas en question et qui cherchent évidemment à innocenter de tous les crimes qu'il a pu commettre. Ben, il avait quand même, quand il était, alors évidemment, je comprends qu'on cherche à se venger en 1795, mais il n'empêche qu'il avait quand même 14 chefs d'accusation, et donc ça s'est mal passé pour lui, et donc il est monté à la guillotine, il avait 30 ans. Petite parenthèse, je voudrais dire que ceux qui font la révolution sont jeunes, sont très jeunes, Hmm. entre Oui, 25 parce que et lui, 28 ans. il avait 24 ans, en fait, quand il a Ah oui, commencé, oui, il et était puis très après, jeune, il a oui. 28 ans. Oui, Ouais, oui, sous 28 ans, voilà. Robespierre. Ils sont très jeunes, hein, Robespierre. Encore que Robespierre est un peu plus âgé que les autres, Jean-Paul Marat est un peu plus âgé aussi. Lui, si je me souviens bien, il a 46 ans quand il meurt. Vous voyez, donc, c'est même un vieux à 46 ans, c'est même un très vieux. Par rapport Alors, vous avez quelqu'un. Par rapport au Bah, contexte, oui, vous avez quelqu'un de très jeune que je vous cite parce il est devenu maréchal d'Empire, si je ne m'abuse, qui s'appelle Gabriel Suchet. ouais, Boulevard Suchet à Paris, ouais. ça existe. Il a participé à quelque chose qui n'est pas extraordinaire, qui est le massacre du village de Bédouin en mai 1794, parce que trois ou quatre habitants de Bédouin qui se trouvent donc dans le sud de la France, dans le Vaucluse, juste avant le Mont Ventoux, avaient arraché un arbre de la liberté. Et pour punir ces trois personnes-là, je ne sais pas si on les a attrapés, il a fait guillotine. Le représentant en mission et le Suchet, ils ont été réprimés. Ils ont fait quand même 63 fusillés ou guillotinés. Et ils ont mis le feu à 433 maisons du village de Béloin. Je vous le dis parce Au- que au- ça peut être ça peut être un lieu de mémoire aussi ouais. dont on pourrait se souvenir. Mhm. Autre élément en fait de la politique de la cruauté, en fait, avec le mot complot, la méthode du complot, elle est fortement utilisée pendant la Révolution française. Elle est toujours actuelle en fait, dans les esprits du moins. Le complot en fait pendant la Révolution française, en fait, c'est un leitmotiv dans la mécanique de terreur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, oui, alors à partir du moment où la situation leur échappe, et ils ne peuvent pas l'expliquer, notamment le problème vendéen et puis les révoltes pour avoir des prêtres réfractaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voté la constitution civile du clergé, à partir du moment où ils ne comprennent pas, ils mettent ça sur le dos des complots alors il y a tout un aussi. Il y a des complots d'étrangers, et donc en fait, ils voient des complots absolument partout. Et c'est bien, donc juste avant le fait que Robespierre soit exécuté, on a inventé un complot des prisons. Vous voyez, Il y a quand on sait toujours, plus expliquer, quand on sait quand plus on n'arrive expliquer, plus à expliquer, on utilise le complot. voilà, quand on n'arrive pas à expliquer, on décide qu'il y a un complot. Alors, c'est ce que faisait aussi Joseph Lebon à partir du moment où euh, euh, comment on appelle, euh, il avait des difficultés, eh bien, il faisait jeter en prison les capucins, les prêtres, etc. Et leur disait qu'il faisait un complot contre le peuple qui ne pouvait pas se réchauffer pendant l'hiver. On leur avait pris tout le bois. Enfin, ils inventent n'importe quoi. Il a même inventé, on a trouvé une caisse de couteaux, et à partir de là, c'est devenu une caisse de poignards contre lequel il y aurait eu un complot qui aurait voulu assassiner les révolutionnaires. Hmm. Il a fait envoyer ça au comité de salut public. Bon, tout ça, ça n'a pas existé. Mais au bout d'un moment, on veut y croire, hein, véritablement. La Révolution française, elle a marqué une nouvelle ère en Europe. Elle a influencé, selon les manuels, en fait, les révolutions d'indépendance en Amérique. Euh, quel-
d'après vous, en fait, est-ce qu'une révolution peut survenir en France à nouveau? Bah, écoutez, alors d'abord, je voulais vous dire, oui, alors la Révolution américaine, elle vient avant la Révolution Oui, française. oui, Et oui. la Révolution française s'inspire notamment de la Constitution, si je me souviens bien, de Elle, Virginie, elle est dans de laquelle on définit le 1776. bonheur du peuple. Voilà, c'est 17 oui, là. Et donc, si vous voulez, alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, là, moi, j'ai parlé des violences, mais en même temps, c'est une révolution, la Révolution française en 1789-90, c'est une révolution juridique. C'est-à-dire qu'on va quand même, c'est une révolution qui affirme l'égalité des êtres, déclaration des droits de l'homme et des citoyens, si vous voulez, et donc ça va mettre un terme, c'est vrai, aux monarchies de droit divin. Et c'est ce que fera, alors que comme Bonaparte et Napoléon Ier est le continuateur de la Révolution française, il va importer dans tous les pays qu'il va conquérir, il va importer les institutions de la Révolution française. Ce qui, donc, fin du droit d'aînesse, voilà, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est par rapport, si vous voulez, au fonctionnement traditionnel des monarchies, c'est un progrès, puisque en plus, les monarques de Prusse, d'Autriche, etc., avaient commencé eux-mêmes une révolution. C'est-à-dire qu'une révolution fin de la torture, vous voyez, et donc même Oui, attaquer oui. aussi l'Église, etc. Donc tout ça, si vous voulez, c'était également dans l'air. C'est-à-dire Ouais. que si véritablement il y a eu une révolution dans le monde, c'est bien la Révolution française. Je mets à côté le problème des violences, si vous voulez, et du fait Ben, que. parce que vous le dites vous-même à la page 213, en fait, le principal ressort du processus révolutionnaire fut la violence. Une violence que ses partisans et Ah oui, certains historiens revendiquèrent et revendiquent en passant par perte et profit la vie des hommes. Voilà. bah oui, c'est Donc en ça. fait, il y a toujours ce côté. Euh, Parce que si vous voulez, les avocats qui ont fait la Révolution française, qui ont mis en place de nouvelles institutions, ont mal contrôlé, bien, ne sont pas arrivés à contrôler, bien évidemment, les événements, les populations. Et puis, vous avez aussi à l'intérieur des révolutionnaires des gens qui ont des intérêts divergents, qui sont intéressés à s'emparer des biens du clergé au détriment des paysans les plus pauvres. Donc, si vous voulez, tout ça, voilà, c'est une grande confusion. oui, oui. Ça crée des jalousies, ça crée des frustrations et ça crée aussi de la violence. Et Notre émission en fait touche presque à sa fin. Je oui, vais vous oui. laisser le mot de la fin. Comme ça, vous allez pouvoir en fait retracer ce que vous avez envie de dire. Tout ce que vous avez envie de dire, vous pouvez le dire en fait là. Bah, écoutez, moi ce que je voudrais dire, c'est que on peut revoir entièrement l'histoire de la Révolution française en mettant de côté ce que je vous ai dit sur les institutions qui sont un progrès, mais j'ai peur malheureusement que la Révolution française, en tout cas certains aspects de la Révolution française, n'aient été repris par des révolutionnaires professionnels pour pouvoir faire des révolutions par la suite. D'ailleurs, ils se sont inspirés, par exemple, les bolcheviks se sont inspirés de Robespierre, de la Terreur. Vous voyez, on retrouve les mêmes phénomènes. Mhm. Et ce qui est étonnant, c'est que les révolutionnaires ensuite vont utiliser la révolution pour asseoir leur pouvoir et pour rendre encore plus malheureux le peuple qui, bon, voilà. Et donc c'est ça qui pose un véritable problème. Hein. On aurait pu dialoguer pendant des heures et des heures sur la Révolution française, mais toute bonne chose en fait a une fin. À une fin. Je vais conclure. La Révolution française est inscrite dans le patrimoine génétique des Français. Elle s'est développée dans une grande confusion, la terreur et le sang. Nous avons pu constater des parallèles avec notre histoire contemporaine et nous terminons cette émission avec cette phrase ô combien célèbre de Louis XVI. C'est une révolte. Point d'interrogation. Non, sire, une révolution. Voilà. Ben, c'est peut-être une phrase qui a été inventée, ça. C'est peut-être une phrase inventée, alors Ouais, ouais, c'est ça. on va Moi, la laisser en suspens.
on va la laisser en suspens, mais je vous laisse me dire une phrase sur la Révolution Bah, française. écoutez, moi je préférais de voir que dans les violences, ce dont on parle jamais, c'est la violence littéraire. C'est le fait que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que aujourd'hui il y en a qui veulent réécrire les textes, etc., pour être politiquement correct, mais ça se faisait déjà à l'époque pour être politiquement correct. On réécrivait les textes de Shakespeare, de Molière, etc., et on intimait aux gens de construire des personnages archétypales qui soient, alors par exemple, les rois devaient forcément être méchants, stupides, etc. Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est une prise en main aussi de l'imaginaire, la Révolution, une prise en main de l'imaginaire des peuples pour essayer de la modeler comme on le veut. Cette histoire donc de révolution est terminée. En fait, je vous remercie de votre attention à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne soirée et je vous quitte en vous disant à bientôt pour un nouvel épisode des univers de la sécurité. Merci, merci Hervé. Au revoir. Au revoir.